Bien, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue. Je vous laisse le temps de vous installer. Je sais que, comme hier, certains sont encore en train de s'inscrire et nous vous proposons de commencer. D'abord parce que le quart d'heure lyonnais est largement passé. Ensuite parce que quand on voit le programme mot d'accueil 9h, début 9h30, on arrive à 9h30. Je félicite donc toutes celles et tous ceux d'entre vous qui sont déjà présents. Nous allons gagner un peu de temps avec ces mots parce que Monsieur Raymond Lemoine, notre directeur général, ce professeur Fleury, notre président d'université, sont l'un et l'autre représentés par notre homme totipotent qui s'appelle le professeur Jean-François Mornex et qui représentera l'un et l'autre, c'est-à-dire le H et le U. Alors, on va passer sur nos mots d'introduction, le temps qu'il s'affiche. Je voudrais vous dire ce qu'est le management. C'est ça le management. C'est-à-dire que vous préparez un colloque en mettant tout le monde au travail et tous les sacs que vous avez récupérés sont ceux-ci. Vous avez vu que le management va jusqu'à l'utilisation des enfants mineurs et que c'est déjà notre première question sur éthique et management. De quelles ressources peut-on disposer? Alors, je voulais aller assez vite parce que regardez ce que j'ai appris il y a à peu près 35 ans quand je fais un DEA puis une thèse de gestion. C'était ça le management. Nous avions un directeur général. Ici, ne nous trompons pas. Pardon. Ne nous trompons pas ici, c'est les soutiers. On appelle ça le centre opérationnel, mais le support logistique, c'est pour nous permettre de mettre en œuvre ce que la ligne hiérarchique a souhaité avec une technostructure qui est là pour nous organiser. Donc ça s'appelait fonction de soutien logistique ici, ou ligne hiérarchique, fonction de soutien logistique. On retrouve toujours les mêmes. C'est le schéma de Crozier, Mintzberg, tout ce qui, à l'époque, était soi-disant le top du management. En réalité, on est dans un pays qui est capable de célébrer de très grands moments. Vous les voyez ici. On est capable de décorer les meilleurs d'entre nous. On est capable de mobiliser toutes les ressources de la nation pour atteindre un objectif. On est capable d'envoyer au monde entier les plus belles images. On est capable d'escalader la côte de Montmartre et d'avoir tout ce qu'il nous faut. On est capable de prouesses technologiques. Je veux dire, notre pays est aujourd'hui à la pointe du monde. On est capable d'émerveiller le monde en pleine nuit avec un cheval qui court sur l'eau, que personne n'avait vu jusqu'à maintenant. On est capable de combattre loyalement sous les ors du Grand Palais. Vous reconnaîtrez évidemment Léon Marchand dans une configuration inhabituelle parce que c'est une prise de vue sous l'eau. On est capable de marcher sur l'eau, de voler dans les airs. On est capable de trouver toutes les ressources nécessaires pour que tout le monde fonctionne à l'unisson. On est capable de mouvements qui génèrent la première médaille d'or française. On voit ici un directeur de service qui plonge dans le bain juste après sa nomination. Et là, il est attendu par les personnels soignants qui disent mais où sont les ressources? Ok, on va manager, mais chef, on n'a pas les moyens pour le moment là. Et ce que je disais hier avec notre directrice générale de l'ARS, c'est que éthique et management, le sous-titre prévu initialement, c'était de la pénurie. C'est-à-dire, nous manquons de ressources, nous manquons de compétences, nous manquons de formation, nous manquons d'hommes et de femmes. On l'a dit hier, on le redit tranquillement. Et il nous faut maintenant trouver les meilleures solutions pour manager sans utiliser les enfants, tout en donnant un minimum de ressources, en donnant envie. Parce que sinon, le directeur général qui voit ça de très haut, à la limite, rentre la tête dans le col parce qu'il ne peut plus faire autrement pour répondre à toutes ces injonctions paradoxales. Et c'est une situation très compliquée qu'on ne souhaite à personne. Parce qu'à la sortie, on va finir par planter des fleurs dans le désert, ou plus exactement, il ne restera plus que ça. Et là, vous voyez dans quel état sont les soutiers au bout d'un certain temps. Ça devient très difficile pour tout le monde. Donc, on voulait poser ici, par des images, c'est une façon d'illustrer
ce qu'est la difficulté de manager dans des conditions difficiles. Je suis bien persuadé que nos prédécesseurs ont exactement les mêmes difficultés que nous. Ils les ont résolues à leur façon. Aujourd'hui, nous allons passer la journée entière à essayer de voir comment nous sommes capables de mettre en œuvre un système de management qui respecte les règles éthiques auxquelles nous adhérons, sinon nous ne serions pas là, dans le plus grand bien pour les patients qui nous attendent et auprès desquels nous sommes engagés, quel que soit notre niveau de responsabilité. Donc on a posé les bases hier, on les prolonge aujourd'hui, et puisqu'il en est ainsi, je cède la parole à notre couteau suisse, le professeur Jean-François Mornex, qui représente à la fois le directeur général des hospices, il en a reçu le mandat hier au soir, et le président de l'université, il en a reçu le mandat ce week-end. Jean-François. Il faut l'applaudir parce que c'était une jolie photo. Hein. Alors ça fait toujours bien quand on arrive devant un pupitre d'ajuster les micros, ça fait vachement sérieux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce colloque pose un problème, il dure 2 jours et il y a 2 fois des mots d'accueil. Et en plus, certains d'entre vous n'étaient pas là hier. Donc je vous salue tous, présents hier ou pas présents hier. Et je vous prie de m'excuser, certains éléments de mon propos ont un lien avec mes propos d'hier. Donc ceux qui n'étaient pas là hier, je ferai en sorte que vous puissiez suivre. J'ai le plaisir de vous accueillir au nom du président de l'Université Claude Bernard Lyon, Frédéric Sleury, et du directeur général des Hospices civils de Lyon, Raymond Lemoigne. Je suis effectivement VRP multicarte. Mon propos, de toutes les façons, vous avez remarqué, le professeur Chapuis, pour pouvoir montrer toutes ces diapositives et avoir plein de temps, a supprimé M. Lemoigne. Puis ensuite, il a dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps, qu'il fallait se dépêcher, puis il montre toutes ces diapos. Mais on a plein de temps, puisque le programme n'est pas très lourd dans la journée, finalement. Il n'y a que quelques communications, donc ça va aller bien. Je vous propose d'organiser mon propos en 2 points en guise d'accueil. Un point historique polémique et un koan, une aporie. Le point polémique porte sur le lieu où nous sommes, l'Institut Lumière. Et François nous a pas refait le coup du premier film, c'est dommage. C'était hier le premier film, et pourtant le premier film c'est ici. Effectivement, c'est un lieu internationalement connu, du premier film jamais réalisé, ici, et qui correspond à 2 célébrités lyonnaises, et il ne faut pas bouder nos célébrités, on n'en a quand même pas énormément, l'essentiel c'est l'andouillette. Et donc, mais ces célébrités lyonnaises renvoient à un point déjà discuté hier, celui sur lequel vous avez traité ceux qui étaient là hier avec vos copies que vous avez remis, je vous rendrai les notes d'ailleurs plus tard, sur la dissociation entre l'homme et l'œuvre ou l'œuvre et l'homme. En effet, l'un des 2 frères Lumière avait des lubies. Et entre autres, il avait une lubie dangereuse, il se piquait de soigner les gens. Malheureusement, il n'était ni pharmacien ni médecin. Et ce monsieur a commercialisé à grand renfort de réclame, c'est ainsi qu'on l'appelait, des médicaments, dont certains anodins, des pansements, d'autres plus dangereux, qui étaient injectés chez les malades qui présentaient des maladies graves. Donc, il faut savoir si on prend l'être tel qu'il est en entier ou si on dissocie le bien et le mal. Je vous annonçais un koan, une aporie. Et comment résoudre l'injonction suivante ? L'injonction est basée sur l'observation que éthique, intégrité, déontologie sont des qualités attendues des acteurs de la santé par le citoyen. Dans l'ensemble, nous sommes ici des acteurs, directs ou indirects, de la santé. Le citoyen, il ou elle, citoyen ou citoyenne, peu importe, comme tout le monde, attend généralement plus de qualité des autres que de lui ou elle-même, ce qui rend la vie difficile.
L'université et l'hôpital, et singulièrement le CHU, se retrouvent alors dans la nécessité d'une formation à l'éthique, intégrité, déontologie, vous appelez ça comme vous voulez, on peut discuter longtemps des termes. Vous allez me dire, c'est facile, c'est notre métier, particulièrement de l'université, mais aussi de l'hôpital, en tous les cas du CHU. Mais comment former de nombreux étudiants, aides-soignants, médecins, kinésithérapeutes, psychologues, directeurs, infirmiers? Le désordre est volontaire. Le désordre, c'est l'absence d'ordre dans les désignations est volontaire. L'éthique concernée va alors de l'éthique médicale simple, enfin, si tant est qu'il existe une éthique médicale simple, c'est bien évident, mais des situations éthiques cliniques, à l'éthique managériale, sujet de cette journée, c'est pour ça que je casse ça là ici, c'est parce que c'est l'éthique managériale. Alors, il est des initiatives de formation, certains d'entre vous m'en ont fait part hier, c'est tout à fait intéressant et ça fonctionne, mais le nombre d'étudiants à former est considérable et le nombre de formateurs n'est pas considérable, il est même restreint. Il se pose aussi le problème du moment de la formation dans les études. Pour être efficace, une formation a intérêt à être précoce. Mais alors, le nombre d'étudiants augmente, puisque toutes nos filières de formation dans le domaine de la santé ont tendance à rétrécir le nombre d'étudiants d'année en année. Donc, le nombre d'étudiants augmente, mais pas le nombre de formateurs. L'appétence des formés précocement peut être grande, jeunes, ouverts et pleins d'appétit, mais ils sont alors loin des problèmes concernés, ce qui fait que la formation est un peu hors sol. J'ai ainsi souvenance de cours de déontologie médicale au cours de mes études de médecine, dont je garde le souvenir complètement décalé. On me parlait de trucs, je ne savais pas ce que c'était. Pour rejoindre des cas pratiques, il faudrait attendre la phase d'apprenti assez tardif. Mais c'est alors trop tard, ou alors répéter précocement et tardivement. Mais le nombre à former augmente encore, et le nombre de formateurs n'augmente pas. On peut aussi... J'ai bientôt fini, François. Il s'inquiète, il est en train de calculer le temps. Non, on peut aussi utiliser des réunions de discussion éthique dans la pratique, quel que soit le lieu de pratique. C'est sûrement un outil de formation intéressant à l'issue d'une situation engageant des dilemmes éthiques. Mais alors c'est le temps qui manque. Pour qu'on arrive à mieux former à l'éthique, qu'elle soit clinique simple, un oxymore, ou à l'éthique managériale, on a besoin d'avoir plus de formateurs, plus de temps et plus d'initiatives. Et je pense que toutes les initiatives que vous, dans la salle, pouvez avoir sont bienvenues. Et avec ces mots, je vous souhaite une bonne journée de travail. J'attire votre attention sur une très intéressante communication en début d'après-midi. Merci beaucoup Jean-François. Oui, nous parlerons tout à l'heure et pour ceux qui visiteront le musée, vous en apprendrez beaucoup plus sur les frères Lumière qui sont à l'origine, on ne le sait pas, de l'invention du tulle gras pour les gueules cassées de la Première Guerre, des premiers films radiologiques, ce qui explique la première école de radiologie à l'Hôtel-Dieu, etc. Mais tout ça, c'est pour plus tard. La parole est à notre président national et coordonnateur, le professeur Cyril Azif-Thomas. Cyril, merci de présider à cette journée. Merci à vous toutes et à vous tous d'être présents à ce rendez-vous important. Donc, Monsieur le Président du comité d'organisation, cher François, chers collègues et collaborateurs, la conférence nationale des espaces de réflexion éthique régionaux que j'ai l'honneur de coordonner avec Mme Mylène Gouriot et ma consoeur Maryse Fioranza fête aujourd'hui les 20 ans des ERR, donc espaces de réflexion éthique régionaux, fondés par la loi de bioéthique du 6 août 2004. Alors, on en a parlé hier, donc je suis un peu dans le même difficulté que mon prédécesseur, reprise ou répétition. Donc, je vous renvoie à un livre de Deleuze en la matière, mais je voudrais vous rappeler aussi que nous sommes accompagnés par le Comité consultatif national d'éthique, qui est représenté ici par Karine Lefeuve, sa vice-présidente, et que c'est aussi les 20 ans de l'avis
numéro 84 du CCNE, intitulé « Avis sur la formation à l'éthique médicale ». Je ne m'étais pas concerté. Vous voyez que je vais mettre aussi l'accent sur la formation. On peut lire dans cet avis « Évoluer dans un espace éthique signifie pour la pensée pouvoir se déployer dans un horizon de réflexion plus large que celui des espaces exigus de la scène médiatique, de s'épanouir en dehors des institutions politiques, scientifiques ou ecclésiastiques où elles demeurent trop souvent confinées. » Merci à vous toutes et tous pour votre engagement et votre aide apportée à cet effort de déconfinement de la réflexion éthique. Le rôle des soignants et l'apport continu des philosophes, des juristes, des sociologues, des psychologues, mais aussi des représentants d'usagers et des associations n'est pas mince dans la diffusion de la culture éthique. Leur attachement à l'histoire des institutions comme lieu de l'éthique n'est pas non plus étranger au rayonnement des ERR, des espaces de réflexion éthique régionaux, aidés en cela par les équipes de direction. Nous fêtons encore les 10 ans du premier colloque national des ERRI, ces espaces de réflexion éthique interrégionaux, qui s'étaient tenus à Toulouse les 15 et 16 mai 2014, où a été prise la décision de créer un réseau des ERR qui sont donc devenus la CNERR. Cette année, c'est l'équipe de François Chapuis qui nous invite dans la capitale de la Gaule lyonnaise, ici à Lugdunum, à reprendre notre élan fondateur autour d'un thème ambitieux, le management en santé. Événement d'importance, cette nouvelle manifestation scientifique aura à cœur de tenir les promesses tracées par nos prédécesseurs qui avaient fixé 3 objectifs à la CNERR. Développer les liens de collaboration, les partages de compétences et de ressources expertes, élaborer une communication commune. Deuxième objectif, définir et organiser les rapports avec les ministères, le CCNE, les universités et leurs équipes de recherche, les relations avec nos ARS, et enfin mieux répondre aux missions, notamment celle d'observatoire des pratiques, d'observation des pratiques au regard de l'éthique, que les cellules de soutien éthique plus récentes prolongent au plus près du terrain aujourd'hui. Ce rappel impose de citer les principes fondateurs de notre action qui sont l'indépendance, le pluralisme et la pluridisciplinarité. Cet alliage délicat fait de notre pays une terre d'exigence, celle de la mise en œuvre concertée d'une intelligence collective au service des professionnels de santé, des patients et de la société civile, avec l'éthique comme boussole, en particulier pour nos débats en territoire. Cette célébration des 20 ans de la loi de 2004 nous invite aussi et surtout à mieux nous connaître, mieux nous comprendre, mieux nous entraider. Et cerise sur le gâteau d'anniversaire, l'accueil en notre sein d'un nouvel RR, nouvel acteur important, celui de l'île de la Réunion, qui a vocation à se déployer dans l'océan Indien. Nous en reparlerons demain lors de notre débat et échange avec la DGOS et le CCNE. Bon congrès à tous et tous, belle journée à vous. Merci, Monsieur le Président, cher Cyril. Et donc, chers amis, est venu le moment de commencer à travailler concrètement. On vient de poser le cadre, mais on va continuer à la fois sur ce qu'est l'éthique, ce qu'est le management et ce qu'est l'éthique du management dans ces situations-là ou un management éthique. Je tiens à présenter les excuses de Madame Cécile Courrèges, la directrice générale de notre ARS Auvergne-Rhône-Alpes, qui hier a bien précisé ainsi que d'autres interlocuteurs, qu'ils étaient tous retenus aujourd'hui, ils ne peuvent pas être avec nous. Ils ont ouvert nos travaux hier, nous les prolongeons, et nous avons donc une pensée pour les chantiers sur lesquels ils sont appelés. Pour ce qui nous concerne, j'appelle maintenant à ce que le professeur Jean-Étienne Bazin et monsieur Claude Delpech, tous les deux, l'un dirige le site de Clermont-Ferrand, Auvergne, l'autre préside notre conseil d'orientation Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à vous deux. Et vous allez avoir la charge de transmettre systématiquement la parole à Élodie Camille Lemoine, notre philosophe que j'appelle, à Madame Cécile Lagarde. Donc Élodie est docteur en philosophie, Madame Lagarde docteur en sociologie. Et puis Madame Karine Lefebvre est docteur en droit. Donc nous n'avons que la multiplicité des points de vue croisés. Je vous invite à prendre place ici et ensuite les modérateurs vous donneront la parole successivement. Merci.
Merci François de cette introduction. Du coup, on n'a plus grand-chose à faire. Tout le monde est présenté. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre capitale gauloise, lyonnaise. Notre rôle avec Claude, on est très, très heureux d'être ici, mais notre rôle principal est quasiment unique. Ce matin, ça va être de faire respecter les horaires parce que vous avez vu le nombre d'interventions qu'il y a et de ne pas perdre de temps. Donc sans plus attendre, pour planter le décor, j'allais dire, il nous fallait quelqu'un qui pose plus de questions qu'il n'y répond, donc une philosophe. Et on a demandé à Élodie, qui est la philosophe de notre espace régional, de s'interroger sur quelles questions nous pose éthique et management. Merci Élodie. Merci Jean-Étienne. Est-ce qu'au niveau du son, c'est bon pour tout le monde ? Ça a l'air. Eh bien, écoutez, merci de cet accueil. Je suis ravie d'être là et je quitte quelques minutes la casquette de l'organisation pour effectivement poser quelques questionnements sur ce vaste sujet autour de l'éthique et du management. Donc, une dizaine de minutes, ça ne sera pas plus, peut-être un peu moins, pour essayer de se poser ensemble les questions, les problématiques qui sont impliquées par ce duo éthique et management. J'aimerais vous faire 5 remarques pour essayer, non pas de balayer le thème parce qu'il est vaste, mais en tout cas de pointer du doigt des choses qui sont importantes. La première remarque, c'est que cette journée autour de l'éthique et du management va venir nous interroger sur les réalités du management au sens d'expérience, au sens de pratique, mais aussi peut-être les représentations, afin d'essayer de savoir, dans la rencontre de ces deux domaines, quels sont les points de rapprochement, quels sont les éventuels points de tension, quels sont les éventuels aussi points de rupture. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va interroger le management. Que faisons-nous en management et qui mettons-nous en termes de représentation ? Mais on va aussi interroger l'éthique. Que faisons-nous en éthique et qu'est-ce que nous avons en tête quand nous mentionnons l'éthique ? Et in fine, éthique et management, éthique du management, éthique au sein du management, on va essayer d'interroger cette corrélation. Parler de représentation, c'est quelque chose qui me semble être important. La représentation est à définir comme une construction de la réalité. Plus globalement, c'est l'ensemble des éléments cognitifs liés à un objet donné, nos croyances, nos idées, nos opinions. Alors la question que je pose aujourd'hui, quelles sont les représentations que nous avons autour du management ? Ce qui est intéressant, et c'est la sociologie qui a beaucoup développé ça, c'est que les représentations sont aussi collectives. Quelles sont les représentations collectives autour du management ? Et est-ce qu'elles sont toujours forcément partagées ? Est-ce qu'on prend le temps de discuter de nos représentations ? Peut-être que l'approche éthique, c'est une façon, déjà aujourd'hui, de discuter de nos représentations. La deuxième remarque que je voulais vous faire, c'est que probablement que l'image du management parle un peu au type de société dans lesquelles nous sommes. L'émergence de la bioéthique, qui est notre point commun aussi aujourd'hui, se caractérise par des modifications au niveau de la société. Une société qui devient, dans la seconde partie du XXe siècle, de plus en plus individualiste. C'est-à-dire qui donne la place aux individus, à leur expression, à leur volonté, à leurs droits. Et donc, on est dans un contexte que l'on peut qualifier de libéral, voire de néolibéral, qui lui-même se caractérise par une forme de logique entrepreneuriale où on voit poindre l'avènement d'un sujet qui devrait être entrepreneur de sa propre vie. Donc, entreprendre, c'est en un sens gérer. Gérer, c'est peut-être en un sens manager. Donc probablement que cette image du management parle aussi au type de société dans lesquelles nous évoluons. Et je pense qu'on peut dire que chacun de nous-mêmes, nous sommes à un moment donné peut-être en posture de management. Dans le monde professionnel, peut-être qu'on est manager même si on n'est pas qualifié comme tel. Ça arrive assez vite. Dans la vie personnelle, dans la vie parentale, peut-être qu'on est aussi en posture de management dans des conditions qui sont souvent peu rationnelles en tant que parent. Mais déjà, il y a quelque chose de l'ordre de la gestion, de l'organisation, de la modération. Dans nos vies sociales aussi, dans des groupes d'amis, on peut avoir ce rôle-là à un moment donné. Donc vous voyez que cette question du management, elle est importante et elle dépasse probablement aussi en termes de représentation et de symbole la seule sphère professionnelle.
La troisième remarque est un peu évidente, mais il faut la faire, c'est que réfléchir au management dans le champ de la santé et d'un point de vue global, c'est réfléchir à notre rapport au travail. Et dans ce rapport au travail, je pense que le management peut être interrogé de deux façons. Et c'est un petit peu ce qui va se jouer d'ailleurs aujourd'hui. D'un point de vue technique et d'un point de vue, que j'ose dire, herméneutique. Alors d'un point de vue technique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le management? Quels sont les courants de pensée? Quelles sont les écoles? Qu'est-ce que cela suppose? Et d'un point de vue herméneutique, alors c'est un thème en philosophie qui est lié à une science de l'interprétation des signes pour découvrir le sens. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on va essayer de cheminer en direction du sens du management et j'y reviendrai à la fin de mon propos. Alors, cette question du rapport au travail, peut-être commentons quelque peu cette notion de travail qui suppose, quand on regarde un petit peu les définitions, les étymologies, un effort, peut-être même une contrainte, au moins une nécessité. Une nécessité pourquoi? Peut-être pour gagner sa vie. Alors, pas tout le temps, pas pour tout le monde, c'est clair, mais quand même pour gagner sa vie. J'aimerais interroger avec vous en quelques secondes, qu'est-ce que ça peut signifier que de gagner sa vie? Alors, peut-être assez simplement ou spontanément, gagner sa vie en termes financiers. Et pour le coup, dans certaines situations, la fin justifie le moyen de travailler. Mais gagner sa vie va peut-être ainsi aussi un petit peu au-delà, au sens d'accomplissement, au sens de plaisir. Et là, va se poser une question importante. Comment le travail participe-t-il de l'accomplissement de soi et de l'accomplissement peut-être de ses collaborateurs dans une perspective du management? Et ça, c'est une question importante, notamment dans la confrontation aux nouvelles générations qui n'est plus tellement prête à se perdre ni en sens ni en temps. Et gagner sa vie peut-être au sens de ne pas perdre des heures de vie. Et là, j'entends la question de la santé. Alors la santé au travail, c'est un thème qui existe, c'est un thème qui est organisé, qui est formalisé. Mais finalement, comment, dans le management en santé, considère-t-on aussi la bonne santé des personnes? Et Nathalie, tu en parleras aussi dans ton intervention. Et jusqu'où cela doit aller. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur pas mal de choses que l'on va interroger. Alors, ma quatrième et avant-dernière remarque vise à situer finalement ce sujet de l'éthique et du management au carrefour du même et de l'autre, selon une distinction qui est très connue dans la philosophie de Paul Ricoeur. Vous en avez un petit peu parlé, François, tout à l'heure, mais finalement, dans ce sujet du management, qu'est-ce qui demeure comme questionnement? Qu'est-ce qui reste comme questionnement, qui a toujours été peut-être d'une certaine façon? Eh bien, l'interrogation de nos rapports humains, de nos relations les uns avec les autres dans une sphère professionnelle. Et en cela, d'ailleurs, le management, c'est probablement un sujet pour la pensée du CARE qui pense justement nos relations. Quels sont les inconditionnels dans nos rapports aux autres et quelles valeurs demeurent? Comment on peut interroger cela? Mais dans un contexte qui, lui, est peut-être autre, en tout cas qui est changeant. Et la question que l'on peut se poser ensemble aujourd'hui, c'est comment manager dans un contexte politique qui est mouvant. Un contexte politique général d'une société qui change va aussi amener des changements dans le monde de la santé. Comment pouvons-nous nous y confronter et quel est le rôle du manager ici? Dans un contexte technologiquement fluctuant. Le monde de la santé se caractérise par le fait qu'il est intrinsèquement lié aux sciences et aux technologies. Donc un domaine qui pousse les limites, qui ouvre le champ des possibles. Comment manager dans un tel contexte qui change et qui nous confronte à des questions que nous n'avions pas anticipées? Et en cela, le management est aussi une question pour la bioéthique. Et comment manager dans un contexte qui générationnellement bouge aussi? Et je reviens à mon questionnement sur comment manager dans la différence des générations, où finalement peut-être le rapport au travail, le rapport à l'investissement, le rapport aux valeurs n'est pas totalement le même. Ce qui me fait arriver à ma dernière remarque. Il me reste 2 minutes, c'est parfait. On ne peut pas aujourd'hui faire l'économie de la question du sens, je l'ai déjà abordé. Les philosophes aiment beaucoup parler d'essence du sens, c'est assez classique mais c'est quand même sympathique. Le sens en tant que direction, le sens en tant que signification et le sens en tant que sensation. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le management? Eh bien, on peut recoller un peu à notre sujet du jour. Comment, finalement, le manager est-il clair sur la direction du travailler ensemble, sur les objectifs, sur les résultats à attendre, sur où on souhaite aller? C'est peut-être une question qu'on abordera aujourd'hui. Le sens en tant que signification, je pense que le management et les personnes qui sont en posture de management ne doivent pas évacuer les pourquoi
les pourquoi. Pourquoi on fait ça, comment on peut comprendre ce qui se joue. Le « c'est comme ça et pas autrement » est quelque chose qui n'est plus entendable, je pense, aujourd'hui. Et enfin, le sens comme sensation. De quel sens avons-nous besoin dans un travailler ensemble? Se voir, s'entendre, se toucher. Et là, je fais un parallèle plus large avec la place de la visio aujourd'hui, finalement. Qu'est-ce que suppose le travailler ensemble? Et je pense qu'on va l'aborder aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Ça marche maintenant. Merci beaucoup, Élodie. On va enchaîner les 3 premières présentations pour vraiment pas perdre de temps et on posera les questions après. On aura un petit temps d'échange par la suite. Et maintenant, c'est un plaisir d'accueillir Cécile Lagarde là, pour nous parler d'une démarche et comment est-ce qu'on arrive progressivement à s'occuper un peu des différentes personnes. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être là parmi vous aujourd'hui pour vous dire simplement qu'il y a quelques années, avant de travailler à la Haute Autorité de Santé, je travaillais dans une autre région où j'ai eu le plaisir pendant quelques temps de faire partie d'un conseil d'orientation d'un espace éthique régional. Et c'était toujours pour moi des temps d'échange et de réunion pour lesquels j'avais un immense plaisir d'assister, je dirais plutôt, que de participer, tant les personnes qui étaient présentes dans ce conseil étaient absolument formidables en termes de savoir, de bienveillance et d'humanité. Donc je suis vraiment très très contente d'être là aujourd'hui et donc je remercie très sincèrement les organisateurs et les organisatrices et je remercie aussi Karine d'avoir proposé mon intervention. Donc aujourd'hui, j'interviens au titre de la Haute Autorité de Santé. Et donc, je vous ferai une présentation plus ciblée sur le secteur social et médico-social. C'est la direction dans laquelle je travaille, en vous donnant bien 2 exemples de la manière dont on travaille ces questions de l'éthique. Et je vais essayer de tirer le fil du management à la Haute Autorité de Santé. Mais avant, si vous voulez le bien, de passer à cette présentation, je l'espère, un peu concrète de nos travaux, il me semblait intéressant de vous faire une très brève présentation de la Haute Autorité de Santé parce que finalement, à faire régulièrement des interventions, je me suis rendu compte que c'était une institution qui n'était pas toujours très bien connue. Donc voilà, juste quelques présentations. Alors je vais me décaler, je m'excuse. Parce que je n'ai pas de présentation, donc je vais devoir regarder J'espère qu'au niveau du micro, ça ira. Alors, la Haute Autorité de Santé, c'est une autorité publique indépendante à caractère scientifique. Et je vais y revenir tout de suite après. Ce sont vraiment 3 termes qui sont extrêmement importants pour nous. La notion de public, d'indépendance et de scientifique. Alors, notre champ d'action, il couvre en fait l'ensemble du soin de la santé au sens de l'OMS, puisqu'il couvre le champ sanitaire, social et médico-social. Alors, on a 3 grandes missions, celle d'évaluer, de recommander et de mesurer dans l'objectif en fait, d'améliorer la qualité dans les établissements et services des 3 secteurs dont je vous ai parlé. Mais surtout, ces 3 missions, on les porte à travers un certain nombre, à travers là aussi 3 valeurs qui sont vraiment essentielles pour nous. La première, c'est la rigueur scientifique, puisque l'ensemble de nos travaux sont produits sur la base d'une triple expertise, c'est-à-dire l'expertise scientifique. Nos matériaux de base, ce sont les données issues de la littérature scientifique et notamment des données probantes. Mais on produit également nos travaux grâce à l'expertise des professionnels et grâce à l'expertise des usagers qu'on utilise comme terme générique pour recouvrir tous les patients et les personnes accompagnées par le secteur social et médico-social. Donc tout ça pour garantir la qualité et la fiabilité de nos travaux. La troisième valeur, et je peux vous dire que c'est une valeur qui est chevillée au corps de toutes les personnes qui travaillent à la Haute Autorité de Santé, quelle que soit d'ailleurs notre place, c'est l'indépendance. Et effectivement, on a un certain nombre de règles déontologiques qui nous préservent en fait de tout conflit d'intérêts, qu'il soit privé, professionnel, partisan, voire politique.
et j'ai la chance de travailler dans le secteur social ou médico-social où on est plutôt préservé. En fait, on est plutôt sur des sujets consensuels. Ce n'est pas toujours le cas de mes collègues dans le secteur du soin, où parfois des sujets peuvent être amenés, où il peut y avoir des tentatives de s'accaparer des sujets au profit ou d'intérêts particuliers. La dernière valeur, c'est la transparence, puisque l'ensemble de tout ce qu'on travaille et de la manière dont on le travaille est entièrement accessible. Alors, sur notre site, je vous le concède, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver, mais en tout cas, tout ce que nous travaillons et toutes les manières dont on le travaille sont entièrement accessibles. Alors, si vous avez d'autres questions, bien sûr, sur cet établissement, je serais ravie de pouvoir y répondre. Donc, si je reviens sur la question de l'éthique, à la Haute Autorité de Santé, finalement, c'est une question qui traverse l'ensemble, en fait, de nos productions, en considérant que c'est une réelle opportunité et un levier essentiel, notamment dans le contexte actuel. Avec d'une part, en fait, des usagers qui aspirent à davantage d'autonomie et à une plus grande capacité décisionnelle dans les choix qui les concernent, mais également pour les professionnels que j'utilise au sens large, tant des professionnels qui travaillent au quotidien avec les personnes que celles qui les managent et les gouvernent. Ce sont des activités professionnelles qui sont inscrites par définition dans la complexité dès lors qu'on est au chevet ou qu'on est à accompagner d'autres personnes et d'autres humains. Et puis, puisque c'est pour partie aussi ma place ici aujourd'hui, par rapport à ces questions d'éthique, on a effectivement une évolution du cadre juridique et normatif pour lequel la Haute Autorité de Santé participe, qui invite, parfois qui oblige effectivement à engager une réflexion éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Alors, dans ce secteur spécifique du médico-social, cette réflexion éthique, elle est réellement majeure et elle est réellement essentielle. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un secteur qui cumule un certain nombre de spécificités. D'une part, par rapport aux personnes qui sont accompagnées. Peut-être vous dire rapidement ce que recouvre en fait ce secteur social et médico-social. Ce sont l'ensemble des établissements et services qui accompagnent des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des mineurs ou des jeunes majeurs protégés et toutes les personnes qui peuvent être dans un parcours d'inclusion. Donc ce sont des personnes qui peuvent avoir en fait des vulnérabilités ou vivre des vulnérabilités dans leur parcours qui va amener à s'interroger sur effectivement un certain nombre de questionnements éthiques. L'autre spécificité du secteur social et médico-social, ce sont les modalités d'accompagnement. Comme je le dis souvent, certaines personnes dans le secteur médico-social peuvent être accompagnées tout au long de leur vie et pour l'ensemble des actes de leur vie quotidienne. Donc imaginez bien que pour les professionnels et ces personnes accompagnées, la réflexion éthique et le questionnement éthique, il est quasiment quotidien pour permettre à la personne d'avoir un accompagnement qui lui convient au mieux et lui permettre de vivre une vie suffisamment bonne pour elle. L'autre dimension qui est aussi importante dans ce secteur, c'est l'articulation entre les dimensions individuelles et collectives, puisque dans ce secteur, vous le savez, bon nombre de personnes sont hébergées en établissement, comme je disais parfois tout au long de leur vie, et d'arriver à articuler effectivement des souhaits, des aspirations individuelles dans un collectif qui peut prendre une part très importante, pose également un certain nombre de questionnements. Alors, j'en reviens aux deux exemples que je souhaitais vous donner sur la manière dont on travaille le questionnement éthique à la Haute Autorité de Santé. Alors, le premier exemple, c'est le référentiel d'évaluation qui a été élaboré pour l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux et qui s'est structuré autour de 4 valeurs fondamentales, dont l'une est la réflexion éthique et la promotion de la bientraitance.
Alors, ce référentiel, il a été construit autour de 3 chapitres. Un chapitre qui évalue, en fait, à travers un certain nombre de critères, des éléments relatifs aux personnes accompagnées. Un autre chapitre traite des professionnels. Et le dernier chapitre, c'est celui sur lequel j'ai choisi de faire un focus pour ramener à la question du management. C'est l'établissement ou le service social et médico-social, dans le sens où l'un des critères vise à évaluer si ces établissements ou services ont la capacité de structurer et d'animer une réflexion éthique au sein de ce service ou de cet établissement. Alors concrètement, parce que je vais peut-être m'arrêter 30 secondes sur cette question-là, puisque finalement mon intervention elle n'est pas si simple, parce que j'ai la lourde tâche de devoir représenter la Haute Autorité de Santé. Je ne sais pas si mes épaules sont assez larges pour ça, pour tout vous dire. Et effectivement, cette Haute Autorité de Santé, elle fixe un certain nombre de normes. Elle fixe un certain nombre de normes pour garantir la qualité, effectivement, dans les établissements et services. Et avec un risque qu'on connaît bien, qui n'est non négligeable, de s'arrêter finalement à une démarche qui viserait à cocher un certain nombre d'éléments pour s'assurer qu'on a répondu à un certain nombre d'attentes, voire un certain nombre d'injonctions de la part de ces autorités de tutelle et de tarification. Et c'est tout l'enjeu finalement de nos travaux, c'est d'arriver finalement à apporter des éléments normatifs, puisque ça fait partie aussi de notre responsabilité, mais qu'au-delà de ces éléments normatifs, les établissements et services puissent s'en saisir et s'engager dans des démarches qui soient concrètes et effectives et qu'ils soient, comme vous le disiez tout à l'heure, porteuses de sens, tant pour les personnes qui sont accompagnées en termes de qualité de vie et de bien-être que pour les professionnels qui y travaillent, puisque là aussi, je ne vais pas vous apprendre que construire et conduire une réflexion éthique dans les établissements, c'est un levier majeur en termes de qualité de vie au travail pour les professionnels, a fortiori dans des contextes qui sont de plus en plus tendus et de plus en plus incertains. Donc, ça nécessite en fait, de la part du management, d'incarner réellement ces indicateurs et ces critères d'évaluation pour positionner finalement la réflexion éthique dans la pratique quotidienne. Et effectivement, s'il y a à répondre à un certain nombre d'attendus, ces attendus doivent s'inscrire finalement dans des éléments tangibles et concrets, tant pour les professionnels que pour les personnes accompagnées, à travers des temps, à travers des temps de sensibilisation et de formation, à travers des espaces et des temps dédiés, formalisés, que chacun peut reconnaître, à travers aussi une approche plurielle, parce que la réflexion éthique ne relève pas que de quelques types de professionnels, voire de quelques personnes, mais elle appartient bien à l'ensemble des acteurs de ces services et de ces établissements, et je dirais bien en premier les personnes directement concernées. Il me reste 2 minutes. Ok. Alors, donc je reviens sur le premier chapitre qui donc traite de l'évaluation en fait d'un certain nombre de critères relatifs aux personnes directement accompagnées. Et le premier critère, en fait, on s'assure que la personne a la possibilité de donner son point de vue, c'est-à-dire de donner son avis, son opinion par rapport aux accompagnements qui leur sont destinés. Et je vais en arriver donc à ce deuxième exemple que nous travaillons à la Haute Autorité de Santé, dont j'ai le plaisir en fait de piloter ce programme. Au-delà toujours du fait de fixer un certain nombre de critères. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans ce secteur, les publics ont des spécificités particulières qui font qu'à certains moments, donner son avis, donner son point de vue, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce qu'on peut avoir des difficultés cognitives ou tout simplement ne pas bien maîtriser la langue, mais aussi c'est difficile parce que on est dans un environnement qui peut rendre insécure finalement le fait de donner son avis parce qu'on peut avoir peur des représailles pour soi ou pour les professionnels. Et puis, toujours au regard de ces spécificités des publics, ça nécessite finalement que les professionnels aient des méthodes et des outils qui soient adaptés au recueil de l'expression de ces personnes qui peuvent avoir certaines difficultés ou certaines vulnérabilités. Donc, on vient de démarrer un programme qui visera en fait à décliner des méthodes, des modes d'organisation, des finalités
Et puis surtout à décliner des principes éthiques et déontologiques relatifs au recueil de l'expression des personnes quant à l'accompagnement qui leur est destiné. Et c'est ma dernière diapositive. Alors simplement vous dire, donc là on est en phase de finalisation d'un premier travail qui devrait sortir, je l'espère, au printemps de l'année prochaine, et où on interroge d'un point de vue éthique certaines questions. Alors certaines vont peut-être vous paraître basiques, puisque la première est qui recueille quoi et pour quel usage, mais pour avoir travaillé longtemps en établissement, je peux vous dire que c'est pas une mince question. Si je peux très rapidement prendre l'exemple des EHPAD, en EHPAD, quand les personnes arrivent, bien souvent on recueille leur histoire de vie. Alors, c'est une très bonne chose parce que ça permet effectivement de conduire un accompagnement au plus près en fait des aspirations de la personne, c'est-à-dire un accompagnement personnalisé. Mais se pose la question de qui le recueille, pourquoi faire, où est-ce qu'on l'enregistre, qui le partage, et puis surtout une question qui nous intéresse vraiment, comment trouver finalement la bonne limite entre recueillir des informations personnelles qui vont vous permettre de conduire un accompagnement personnalisé et respecter la stricte intimité des personnes auxquelles elles ont droit, quel que soit leur âge, leur statut ou leur situation. Une autre question qui a émergé et dont on aura le plaisir d'en échanger avec notre groupe de travail avec Karine la semaine prochaine ou à peu près, non, dans 15 jours, c'est que faire en fait de certaines informations qui peuvent être fournies par les personnes dans le cadre du recueil de leur expression et qui ne relèvent pas finalement de ce simple recueil de l'expression, de la satisfaction, et qui peuvent amener en fait des conséquences tant pour la personne que pour les professionnels, voire l'établissement. Donc on est vraiment en train de travailler sur ces questions-là. Et là encore, et je termine ici, il me semble que l'équipe de management au sens large, c'est-à-dire l'équipe de direction, l'équipe d'encadrement, mais également l'équipe de la gouvernance, doit s'engager de manière concrète et effective auprès de leurs professionnels, auprès des personnes pour que, là encore, au-delà du fait de faire pour faire, cette démarche ait un réel sens et qu'elle puisse réellement améliorer la qualité de vie des personnes et la qualité de vie au travail des professionnels. Donc je termine très rapidement pour vous dire que de nombreux documents existent. Donc je me suis permise évidemment de mettre 2 premières références de la Haute Autorité de Santé. Ce sont des références qui sont assez anciennes, mais je vous invite vraiment à les lire parce qu'en fait elles n'ont pas vieilli et je les trouve particulièrement intéressantes. Et puis aussi un ensemble de chartes que vous connaissez sûrement aussi bien que moi. Je vous remercie beaucoup. Merci, mais c'est parfait, nous sommes exactement dans les temps. Maintenant, nous allons accueillir Karine Lefeuve, qui est vice-présidente du CCNE, juriste, professeure à l'ENS-HP, et qui va nous parler de la diffusion de cette culture éthique dans les établissements. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, vous êtes dans l'ombre dans cet Institut Lumière, mais je perçois que vous êtes quand même très nombreux. Et pour quelqu'un qui travaille comme moi depuis 20 ans sur le consentement éclairé, c'est forcément un lieu inspirant. Voilà, donc merci beaucoup à toute l'équipe d'organisation, à la fois pour hier, c'était déjà très intéressant, et puis pour l'accueil dans ce beau lieu. Et donc, j'en profite aussi pour dire, en ces propos introductifs, que le Comité consultatif national d'éthique est fier d'être présent, est extrêmement sensible et bien sûr très intéressé à travailler depuis de nombreuses années main dans la main avec vous, les espaces de réflexion éthique régionaux. Mais bon, vous le savez, mais c'est bien de le redire. Effectivement, j'ai été présentée comme vice-présidente du Comité national d'éthique, mais je vais vous parler d'éthique de proximité. C'est très important de parler d'éthique de proximité. Alors, je ne vous apprends rien, vous êtes des espaces régionaux, en tout cas pour ceux qui les animaient, espace régional, on voit bien qu'il y a déjà, voilà, si on monte des échelons, on monte les barreaux d'une échelle ou on monte les marches d'un escalier, il y a tout en haut effectivement ces instances nationales, et puis il y a les instances régionales, il peut y avoir des comités un peu plus locaux, et puis il y a la vie dans les établissements, sur le terrain, dans les établissements et services. Donc je vais vous parler de ça.
Alors, puisque le thème, c'est management et éthique, et je vous rappelle aussi que je suis professeur à l'école des hautes études en santé publique où on forme justement les directeurs d'hôpitaux, tous les directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux sur les questions d'éthique. Et d'ailleurs, j'en profite, notre philosophe tout à l'heure a parlé de représentation. Moi, je peux vous dire qu'en étant depuis très longtemps dans cette école, j'entends de l'extérieur, très souvent, dire les directeurs formés à l'HESP, ce sont d'abord des financiers, des gestionnaires. Pourtant, on passe beaucoup de temps à les former sur les droits des usagers, sur les enjeux éthiques. Et à titre d'exemple, les directeurs d'hôpitaux bénéficient maintenant d'une UE à part entière de 21 heures sur l'éthique à l'hôpital. Et les directeurs des établissements médico-sociaux sont formés aussi sur ces questions depuis longtemps. Alors, le contexte, c'est qu'effectivement, il se pose plus de questions qu'avant par la force des choses sur le questionnement éthique. Alors, non, c'est pas ça. Voilà. Hier, Jean-François Delfraissy a présenté la construction, l'élaboration de la Maison France de l'éthique. On voit bien qu'on parle beaucoup plus d'éthique qu'avant, que les choses se structurent au fur et à mesure des textes. Donc là aussi, vous êtes bien placé pour le savoir. Depuis une vingtaine d'années, tous les textes ne font que consolider les droits des personnes, notamment sur les questions d'expression. Il y a aussi, bien sûr, ça on l'a encore en tête, la crise sanitaire. D'ailleurs, on se demande jusqu'à quand on va en parler de cette crise sanitaire, mais les impacts, on les perçoit encore beaucoup. Et puis, je fais le lien avec ce que vient de vous présenter Cécile, le fameux référentiel HAS 2022. Alors, je dis fameux parce que c'est très intéressant de voir, quand on travaille sur ces questions depuis longtemps, c'est pas surprenant, mais le fait qu'il y ait ce référentiel qui sort d'évaluation, voilà, il y a une mobilisation générale des directeurs et des managers pour se dire comment on fait. Vous voyez, la question, c'est plus faut-il faire, oui, ça serait bien, etc. C'est comment on fait maintenant, puisqu'on a le couteau sous la gorge avec cette injonction de l'HAS, même si on comprend bien que c'est pour s'engager dans la démarche qualité. Mais c'est très intéressant de voir ce sursaut, cet élan. Alors, vous voyez ici mentionner la notion de situation complexe, c'est le cœur même de l'éthique, donc des situations complexes qui posent des questions. Alors là, je sors ma casquette de juriste, qui travaille dans plusieurs comités d'éthique, mais questions de droit et d'éthique, et ça c'est très important de le souligner, je tiens à le faire, parce que souvent, il y a des questions de qualification, des questions qui posent problème et qui peuvent être résolues d'abord par le droit. Mais il y a aussi des questions qui sont abordées sous l'angle du droit, qui en fait sont des questions d'éthique. Et puis, il y a beaucoup de questions qui posent des questions de droit et d'éthique dans cet accompagnement des personnes vulnérables. Alors, je vais très souvent à la rencontre des professionnels de terrain, et c'est pour ça que je veux vous mentionner ces expériences, que ce soit dans les services à domicile, que ce soit dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les établissements du champ du handicap. Et ce ne sont que quelques exemples, mais vous voyez bien, ce sont des exemples qui doivent vous parler. La notion de se positionner entre comment faire respecter le consentement et l'expression des choix de la personne elle-même par rapport à des familles qui peuvent faire pression, être très présentes. En tout cas, c'est comme ça que c'est ressenti. C'est vrai ou c'est pas vrai, peu importe, c'est ressenti par les professionnels. La question des régimes de protection, la question de j'ai peur donc il faut enfermer ma mère. Oui, mais les professionnels ne sont pas d'accord. Oui, on nous parle des droits de la liberté d'aller et venir. Donc comment on fait? Ça, ce sont des dilemmes classiques. Et puis il y a parfois des situations dramatiques. Je pense notamment à ce suicide dans un établissement où de nuit un monsieur s'est jeté par la fenêtre et effectivement les professionnels étaient, qu'on peut les comprendre, complètement choqués et voilà, en réaction, on demandait à fermer toutes les chambres pour supprimer tout risque. Donc on voit bien là aussi que les choses ne sont pas si simples que cela. Donc, toujours par rapport à ces situations complexes, voilà les questions qui émergent. Alors c'est vrai que le champ même de la réflexion éthique, c'est le champ du questionnement. Donc, moi, ce que j'entends de plus en plus, et c'est vraiment frappant depuis la fin de la crise Covid, déjà pendant la crise, on a été beaucoup saisis par le ministère au niveau du Comité national d'éthique, et vous aussi, vous avez été saisis par les questions de terrain au niveau des espaces régionaux, mais finalement, c'est la question des ressources. Et alors, là, vraiment, n'en prenez pas ombrage, là encore, dans l'Institut Lumière, mais vous le savez aussi, des professionnels de terrain ne connaissent pas encore suffisamment les ressources sur le territoire et la connaissance d'un espace régional. Moi, je pose systématiquement la question. Je vois bien que tout le monde ne les connaît pas encore. Donc, il y a vraiment un enjeu de communication, d'aller encore plus auprès d'eux et de développer ces missions que vous faites depuis longtemps.
Ensuite, il y a un enjeu de soutien et d'accompagnement de ces équipes à se poser les bonnes questions. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très intéressant quand on fait des formations sur l'éthique. Les professionnels, souvent, disent « mais comment on fait pour identifier les bonnes questions ?» On ne sait pas faire, voilà, ça nous paraît compliqué. Donc ça aussi, c'est une question de méthode. Et puis, comment trouver ou retrouver de la sérénité, c'est quelque chose qu'on a évoqué aussi hier. Alors, Cécile l'a dit, hein, il y a aussi cette injonction, alors j'aurais pu le mettre entre guillemets, mais en tout cas ça peut être vécu comme tel, se dire voilà, il faut cocher les cases, hein, parce qu'il va y avoir l'évaluation, donc il faut préparer l'évaluation, et le risque majeur, c'est que le soufflet retombe et de se dire voilà, on a travaillé ça et puis on repart sur les pratiques actuelles. Je l'entends très souvent. Donc derrière cette injonction, ou en tout cas ce référentiel d'évaluation, il y a bien évidemment la valeur ajoutée, et il faut davantage le prendre comme une superbe opportunité d'avancer autrement et de voir les choses autrement. En tout cas, moi j'y crois beaucoup. Alors, cette notion d'accompagner les équipes à consolider et diffuser alors à la fois la réflexion éthique, et le deuxième pilier, c'est la participation. Donc, moi, je me régale, puisque je travaille depuis longtemps sur ces questions de droit, d'éthique et de démocratie participative. Là, on est en plein dedans. Et ces liens, justement, ne sont pas encore très, très évidents sur le terrain. En tout cas, il n'y a pas ce réflexe d'y penser entre la réflexion éthique et puis la façon dont la participation est animée, le fonctionnement des CVS, mais pas que. Hein. J'insiste, mais pas que. C'est beaucoup d'autres choses au sein des établissements et services. Donc, voilà, comment on fait, à quel moment. Hier, on parlait de trouver le bon moment, de poser les bonnes questions. Voilà, qu'est-ce qu'une bonne question ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'une mauvaise question ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question. Il faut, c'est un enjeu important, oser les poser. Qui va intervenir ? Voilà, ça c'est aussi très intéressant, là, les profils les plus divers possibles. Et cette notion de ressources au sein de l'établissement, entre plusieurs établissements sur le territoire, elle fait partie de cet accompagnement pour se tourner vers l'extérieur. Et puis là, c'est très intéressant de voir, moi ça m'avait beaucoup frappé, c'est que le référentiel de l'HAS a été complété assez rapidement, hein, en janvier 2023, de quelques pages à destination des évaluateurs pour mesurer l'impact, pour poser des questions, mesurer l'impact de la réflexion éthique. Ça veut dire que pour les directeurs d'établissement et les managers et leurs équipes, il faut qu'ils réfléchissent à comment ils vont faire pour mettre en place, diffuser une réflexion éthique. Il faut qu'ils anticipent sur se dire comment on va mesurer l'impact. Quels critères on pourrait se donner au jour d'aujourd'hui, ça pourrait après s'affiner, pour évaluer si on fait les choses bien. Alors, ceux qui me connaissent savent qu'à chaque fois, je diffuse cette image de Sampé que j'aime beaucoup et je trouve qu'elle est extrêmement illustrative pour la thématique. Les fameux barreaux de l'échelle. Vous voyez que ce monsieur, il a manifestement bien cultivé son jardin, mais ça ne l'empêche pas de vouloir prendre de la hauteur, d'aller humer l'air. Il lève la tête, hein, il lève le nez, de voir ce qui se passe ailleurs, comment les choses sont cultivées de la même façon ou pas. On y reviendra tout à l'heure. Alors, je voudrais aborder avec vous 2 points clés. La question des risques et des défis. Et puis, la question face à cette éthique de proximité, quelle méthode ? Alors, vous voyez, au pluriel ou au singulier, il n'y a pas une recette. Ça, c'est la première chose. Et en tant que juriste, d'ailleurs, c'est souvent la première chose que je dis. Ne vous attendez pas à avoir une recette toute faite, mais par contre, des repères, un cadre. Le droit, il pose un cadre, hein, il pose des limites, des jalons. Et l'éthique, c'est ça. Ce sont des repères et c'est déjà en soi très aidant d'avoir ces fameux repères. Alors voilà ce que j'entends. Voilà ce que j'entends en pratique. Hein, et c'est inspiré de différentes formations avec des aides-soignants, des infirmières, des médecins, des professionnels du social et du médico-social. La question de la légitimité à participer à la réflexion éthique, ça revient à chaque fois. On ne se sent pas capable, on ne se sent pas suffisamment légitime, on ne se sent pas suffisamment sachant. Les autres, ils ont fait plus d'études, ils savent mieux. Voilà, ça c'est là. Bon. Donc là, il y a vraiment ce travail à faire de relégitimité, de se sentir légitime. Alors, l'éthique, c'est intellectuel. Donc, je ne peux pas ne pas vous citer ce que j'ai entendu la semaine dernière. L'éthique, c'est intello-bobo. Voilà ce que j'ai entendu. En tout cas, ça pourrait paraître, disait cette infirmière, premier effet, c'est de dire, bon, voilà, c'est pas pour nous, hein, nous, on est sur le terrain, c'est à la mode, c'est perché, voilà. C'est hors sol. C'est pour ça que j'ai pris le soin de vous dire, j'ai beau être au Comité national d'éthique, ça ne vous empêche pas de réfléchir sur la vraie vie de terrain et de toucher. Et tout simplement aussi, de quoi on parle, c'est quoi l'éthique ? Voilà, parce que tout est éthique aujourd'hui. Ça fait partie des risques, tout est éthique.
les bijouteries sont éthiques, les banques sont éthiques, tout est éthique. Voilà. Donc, attention à l'étiquette. Voilà, l'étiquetage éthique. Dans le champ de la santé, ça prend une autre configuration, une autre valeur. Il faut faire très attention à ça. Mais il y a aussi l'éthique, le risque de l'éthique marketing. Hein, voilà, ça fait bien. Voilà, c'est vendeur. On est dans la démarche qualité. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ? D'où l'importance d'être extrêmement clair, de cibler, de trouver des bons critères. Et puis, bien sûr, le premier, ce qu'on entend aussi très souvent, c'est on n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps. On n'a pas de temps consacré, on n'a pas de temps, on n'a pas d'argent. D'abord, on voudrait bien faire notre travail. Oui, mais, sauf que... l'idée, c'est de montrer en quoi l'éthique est une ressource. Hein. La ressource, là, on rentre dans le champ des défis. Montrer en quoi ça va être ressourçant, ça va permettre justement de respirer, on en a parlé aussi hier, d'être une clé. Alors, la notion de sens, qu'est-ce qu'on l'a entendu hein, au CCNE, partout dans toute la société, vous aussi, vous l'avez entendu sur le terrain, on a besoin du sens à notre action. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin ? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller travailler ? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de s'exprimer ensemble dans ces métiers qui touchent à l'infiniment humain ? Comment on fait pour dénouer une situation complexe ? Comment on fait pour baisser les tensions ? Ça, c'est vraiment les défis. Moi, ce que je constate, c'est que quand on m'interpelle, alors je ne vais pas dire que c'est trop tard, mais c'est déjà très tard. J'ai vraiment beaucoup d'exemples. C'est-à-dire qu'on attend vraiment, les managers attendent trop souvent d'être sur la corde raide pour interpeller. Peut-être que vous aussi, vous le vivez. Alors, le défi de se sentir acteur, de se sentir capable d'exprimer, de se poser. Alors d'ailleurs, poser, ça pourrait être aussi, entre parenthèses, et oser parler. C'est pas des grandes phrases de dire ça. Hein. Moi, je le constate vraiment constamment. La notion de savoir se décomplexer, se donner confiance. Alors, faire confiance aussi. Alors, les managers, ils doivent faire confiance à leurs équipes et aux usagers. Je vais plus vite. Alors, je vous donne juste l'exemple quand même d'un manager il n'y a pas longtemps qui voulait organiser une réunion, une journée éthique. Et donc, je lui ai expliqué la façon dont on pouvait éventuellement travailler sur les questions de méthode et de donner d'abord la parole aux professionnels et aux représentants d'usagers. Et son réflexe a été de dire, pourtant quelqu'un convaincu, profondément convaincu de la réflexion éthique, ah non, ils vont rien dire. Voilà, non, surtout pas. Il ne faut pas leur laisser de temps là-dessus parce j'ai l'habitude, ils disent rien. Voilà. Eh bien, moi, je prends le pari, au contraire, pour l'avoir fait à plein de reprises, qu'on peut faire. Alors, viser l'éthique de proximité. D'ailleurs, je me suis aperçue ce matin, comme quoi on en apprend tous les jours, que éthique de proximité, donc l'acronyme EP ou épée, pas mettre un coup d'épée dans l'eau, j'allais dire un coup de pied, un coup d'épée dans l'eau, c'est planter l'épée au cœur des dilemmes. Voilà. Alors peut-être on peut retenir ça. Alors la méthode quand même, il me reste 1 minute. Coélaborer les méthodes et rechercher des outils. Alors, on est ici sur un enjeu de stratégie. L'éthique, c'est stratégique. Voilà. Donc ça veut dire qu'on doit le retrouver dans le projet stratégique de l'établissement, comme dans le projet stratégique d'un espace de réflexion éthique. Avis au président des comités d'orientation. Il faut que ça soit porté par la direction et le pôle d'encadrement. Et puis cette notion de coélaboration des méthodes, en tout cas moi j'y suis très attachée, il faut finalement rechercher ensemble ce qui va être le plus adapté à la structure, avec la diversité, avec plusieurs actions. Il n'y a pas un seul modèle, il n'y a pas une seule action. Et donc être sur un projet concerté, et vous voyez, en associant systématiquement les représentants d'usagers. On en parle beaucoup, démocratie en santé. Je passe mon temps à dire, mais à quel moment ils sont associés ? Oui, on ne l'a pas encore fait. Voilà. Mais on progresse. Alors, des exemples ici, ça peut être soit une journée institutionnelle, voilà, soit au contraire, on déploie une culture éthique avec plusieurs étapes. Bon, je vous laisserai le PowerPoint, mais ça veut dire qu'en ouvrant peu à peu au management, à tous les pôles de managers, et ensuite aux professionnels, et ensuite avec les usagers depuis le début, on voit bien que pour arriver à une journée institutionnelle, on prend ces temps-là. Et finalement, les fameuses graines germent. Alors, les outils, vous avez plein d'exemples ici, parce qu'on s'aperçoit
que l'éthique est une terre d'innovation, c'est ce que je mettais dans le résumé, quand on donne la parole aux professionnels et aux usagers, de dire comment vous voyez l'éthique de façon très concrète sur le terrain, il y a plein d'idées qui sortent. C'est pour ça que le directeur auquel je pensais tout à l'heure, qui est convaincu pourtant qu'il faut travailler l'éthique, il faut qu'il apprenne à faire confiance à toutes ces ressources. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Et il faut à la fois finalement que ça soit cadré, donc ça c'est la juriste qui reprend ma casquette. Il faut cadrer, mais il faut en même temps que ça soit souple. Mais il faut quand même un minimum de structure. Voilà. Et il faut trouver les modalités pour permettre cette libération des idées, voilà, leur faire confiance, se faire confiance. Je passe là-dessus. Quelques verbatims, peut-être le dernier là. Parce que dans les formations ou dans ces réflexions, associer les familles, associer les bénévoles, les mandataires judiciaires à protection des majeurs, voilà ce qu'on entend. Les familles, il n'y a pas longtemps, à la fin d'une formation, qui disait, vous savez, pour nous, familles, c'est très rassurant de voir que vous, professionnels, les professionnels d'un établissement, vous réfléchissez à ces questions-là. Voilà. Donc l'éthique, pour faire les jeux de mots, c'est méthodique, de la méthode, de la stratégie, c'est de la politique. Voilà, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est de la politique. Et puisqu'on est encore finalement, je n'avais pas prévu que François nous montre des images des Jeux Olympiques, mais cette fameuse flamme qu'il faut maintenir, qu'il faut aviver, la flamme, l'éthique, c'est une éthique olympique aussi. C'est une course de fond et sur la longueur. Et puis, vous voyez, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, je n'avais pas appuyé, mais il va falloir que le monsieur redescende de son échelle. Il aille chercher d'autres sièges, d'autres petites tasses là, pour partager ces échanges et ces dilemmes. Voilà, je vous remercie. Merci Karine. On va ouvrir la phase discussion. On va se consacrer à peu près 12 à 13 minutes. Vous voyez qu'on est très précis sur le minutage. Si Elodie veut bien nous rejoindre. Alors, des questions. On va se déplacer avec les micros. Est-ce que vous avez déjà... J'essaie de voir un peu dans le noir des questions qui émergent. Tout en haut. Ah, voilà. Bon, un microphone arrive. En attendant, j'ai été extrêmement intéressé par vos trois interventions qui finalement sont très, très complémentaires. Très charmé par le discours de l'HAS, qui n'est pas nécessairement le discours des experts visiteurs qui sont sur le terrain. Et je voudrais savoir si vous avez une formation éthique des visiteurs, parce que... il n'empêche que dans dans cette notion de sens, et nous on le voit très bien parce que les demandes de formation, notamment en EHPAD, ont explosé du fait des projets de certification, souvent pour cocher la case. Mais quand ça fonctionne très bien pour mettre en place une structure, quand tout le monde est là, la direction, les usagers, et il y a des fois c'est des catastrophes parce que on a des personnels qui sont convoqués pour une formation et il n'y a personne de la direction. Et finalement, ça m'interroge sur cette question du sens au niveau d'un établissement. Moi, à la fin d'une intervention, pour former en EHPAD, ce qu'il y a de mieux, c'est quand les gens disent, mais finalement, ce que vous nous avez raconté là pendant 2 jours, 3 jours, etc., c'est ce qu'on peut faire dans notre vie tous les jours, dans notre vie. Et donc, pour donner ce sens quotidien, ce sens permanent, est-ce qu'il existe vraiment des critères mesurables pour certifier tout ça ? Alors, merci pour votre question. Je ne sais pas si c'est possible de répondre aussi succinctement. Ce que je dirais, parce que je l'ai très bien dit, effectivement, je représente une institution qui fixe un certain nombre de normes. Je vais pas le cacher. Et peut-être que, pourquoi pas, finalement, démarrer par l'idée de se dire il faut cocher une case. Pourquoi pas démarrer par ça, finalement, parce qu'il faut bien démarrer par quelque chose. Après, là où ça peut être triste, voire un peu dramatique, je trouve, dans les conditions actuelles de travail et de vie des personnes, ce serait vraiment de le faire que pour faire ça. Et je me répète, je pense que les équipes d'encadrement et de gouvernance ont une responsabilité qui est énorme par rapport à ça. Parce que là aussi, je ne vais rien vous apprendre. Il y a un certain nombre de normes qui sont fixées, qui redescendent.
Et bien souvent, on se rend compte que la pression, elle se concentre en fait sur les professionnels qui sont au contact direct des personnes. Et il faut, je pense que la responsabilité, il faut vraiment réussir à trouver une forme partagée et que chacun prenne sa part de responsabilité dans ces questions-là. L'autre chose aussi que je sais, et vous l'avez très bien dit, c'est que bien souvent, quand on arrive à tirer le fil, les gens se rendent compte que c'est ce qu'ils font au quotidien, qu'on n'y met peut-être pas forcément les mêmes noms, les mêmes mots. Et l'autre chose aussi, alors c'est peut-être parce que je suis malheureusement une optimiste convaincue, c'est que quand on a réussi à en mettre en route la démarche, tout à l'heure Karine parlait de participation, de co-construction, là aussi ça fait partie des termes qui sont imposés de plus en plus, mais dès lors qu'on met en place une démarche vertueuse qui a du sens pour les personnes et pour les professionnels, parce que personne n'est dupe. Quand on fait pour faire, tout le monde s'en rend compte, y compris les personnes directement concernées. Mais quand la démarche s'engage avec du sens et de la bienveillance pour tous, tout l'intérêt, c'est que, je ne sais pas si tu le partages, mais il me semble qu'après, on ne peut pas revenir en arrière. Une fois que les gens ont été convaincus, généralement, on ne revient pas en arrière. Juste une remarque sur cocher la case. Si finalement, c'est de se dire, parce que c'est très péjoratif de présenter les choses comme ça, mais on l'entend. Mais si on le dit autrement, c'est-à-dire obliger les établissements à se poser la question. Voilà, c'est pas tout à fait le même positionnement. Et puis une remarque, et vous avez raison, sur la façon dont les visites des experts visiteurs sont perçues. On entend soit il y avait beaucoup de bienveillance, c'était très intéressant, ou au contraire, ils ont cherché à nous coincer. Voilà. Et quand on entend ils ont cherché à nous coincer, et je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, ça avait été très très mal vécu, on n'est pas dans une relation de confiance. Alors, ça ne veut pas dire que... ça dépend de la façon dont c'est présenté. Donc, je suis assez d'accord sur la sensibilisation à faire, sans doute que vous le faites déjà, mais peut-être resensibiliser les experts sur la perception, surtout dans le contexte actuel, auprès des équipes. Oui, simplement peut-être une remarque supplémentaire sur cette réflexion autour de cocher la case, et c'est en lien avec les expériences de formation à l'éthique qu'on a dans les établissements. Il y a déjà ce souci qu'on doit avoir effectivement de pourquoi on fait les choses et comment ça va exister, mais il y a aussi la question de comment ça va durer. Et c'est vrai que même en allant parfois faire des formations à l'éthique sur plusieurs jours, et on revient après vers les groupes un an après vers les établissements, ça n'a pas duré. Un comité d'éthique, un groupe éthique, une réflexion éthique, et on se pose cette question-là malgré des fois des bonnes volontés, malgré des intérêts. Donc ça rejoint la question du management et la question de l'établissement et la direction de l'établissement, comment on fait en sorte de pérenniser quelque chose qui a été initié. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Bonjour, Anne Chappet, je suis cadre supérieur à la direction centrale des soins des Hospices civils de Lyon. Alors c'est plus une remarque, mais en même temps un questionnement pour moi qui se pose depuis longtemps, depuis que je suis cadre de santé, je crois. On entend beaucoup parler de sens. Effectivement, depuis quelques années, de plus en plus de donner du sens. Moi, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, comment on va donner du sens à nos managers ? Parce que le management et l'éthique, alors oui, on manage des équipes, il faut leur donner du sens. Mais comment donner du sens quand nous-mêmes, on l'a perdu ? Voilà. Donc, je pense qu'on a une vraie question autour des managers. Je pense qu'on parle beaucoup, on associe les usagers, on fait plein de choses et je pense que c'est extrêmement important. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument, alors c'est un sentiment très personnel que je vous le livre, il faut s'occuper des managers. Occupons-nous des managers qui ont besoin de retrouver leur capacité à penser. Il faut penser le soin. Enfin, voilà, si on veut donner du sens, il faut penser le soin. Et je crois qu'ils ont besoin qu'on les accompagne là-dessus. Voilà, c'est une remarque que je fais et que j'observe depuis une quinzaine d'années maintenant. Et j'ai l'impression, on parle beaucoup de bientraitance, on parle de beaucoup de choses. Il faut donner du sens à ces mots et il faut qu'eux le vivent dans leur quotidien pour qu'ils puissent le transmettre.
Et dans le sens de votre remarque, il n'est pas anodin de constater, ou plutôt il est significatif de constater qu'il y a de plus en plus de colloques consacrés à cette question du management et de l'éthique. Et je reviens à la formation qui a été vraiment consolidée, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, parce que je ne sais pas si vous mesurez de passer de 3 heures à 21 heures, voire 25 heures dans la formation d'élèves directeurs d'hôpitaux. Ça se travaille au corps, mais finalement, alors c'est venu, on peut dire tardivement, en tout cas dans cette dimension-là, mais aujourd'hui ça s'impose, c'est-à-dire que c'est pas discuté. Ça, vous voyez, ça rejoint un petit peu votre remarque. Donc on y travaille. Alors, ici. Qui veut commencer ? Merci. Mylène Gouriot, donc coordinatrice associée à la CNRR et coordinatrice de l'espace de réflexion éthique de Normandie. Une remarque également dans la corrélation entre l'éthique et le management. On parlait d'expérience de terrain et de formation des professionnels dans le médico-social. Il est clair que les certifications ont été un levier extrêmement important et qui fonctionne dans 95% des cas. C'est-à-dire que finalement, on peut se féliciter de cette directive qui nous a poussé à travailler avec le médico-social alors qu'avant, c'était plutôt du médical. Ça marche. Quid des 5%? C'est-à-dire que quand même, sur le terrain, quand on voit que la direction n'est pas porteuse, que le management ne joue pas le jeu de l'intérêt de l'éthique, quand on arrive sur le terrain et qu'on fait des formations à l'éthique, ça nous paraît dérisoire par rapport aux problématiques de relations humaines. C'est-à-dire que finalement, quand ça se passe mal entre les professionnels et la direction, l'éthique, pour être sincère, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour les soignants qui sont en souffrance, une souffrance qu'on n'arrive pas à résoudre parce que ce n'est pas un problème d'éthique. Et puis ça n'a aucun sens pour les usagers eux-mêmes qui sont finalement protégés par les soignants qui font bouclier contre une direction qui fait un étiquetage éthique, hein, parce que ça, ils le font tout le temps. On parlait de case à cocher. Quelquefois, cette case, elle est cochée d'une manière très déshumanisée et finalement tout à fait formelle. Et moi, je me pose la question, et je ne suis pas la seule, et dans les erreurs, finalement, la question qu'on se pose, c'est quid de ces 5%? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce type de situation? Quel recours on peut avoir pour amener l'éthique alors que la direction n'est pas suivante? Ça rejoint déjà aussi un de mes questionnements, c'est que très souvent, on a parlé de transparence tout à l'heure, on a parlé de l'implication des patients. On s'aperçoit que les patients ou les usagers sont effectivement impliqués de façon des fois plus ou moins biaisée, parce que c'est pas forcément évident de les impliquer, et que très souvent, au niveau des directions générales, il y a un souhait de non-transparence des réflexions des comités d'éthique vis-à-vis de l'extérieur et des patients. Ils veulent bien qu'on leur donne un certain nombre de réflexions, mais ils veulent trier ce qui peut être visible de l'extérieur ou pas. Et ça, c'est quand même assez gênant quelque part, parce qu'on n'est pas là pour démolir leur mode de management, on est plutôt là pour réfléchir avec eux, essayer de les aider, mais ils ont une telle peur des réactions des familles que ça bloque un peu le système quelque part. Et ça, je ne sais pas comment il faut s'y prendre pour arriver à soulever. C'est ce qui me fait dire qu'on parlait de corrélation entre les deux. J'ai tendance à penser que quand ça se passe mal, le management précède l'éthique. Le management qui est fait de manière déshumanisée ne permet pas une démarche éthique. Enfin, là, dans les exemples qui viennent d'être cités, enfin, la question que tu posais, on est sur la gestion de crise en profondeur. Et c'est vrai qu'intervenir par le biais de l'éthique va être plutôt délétère. Enfin, en tout cas, c'est mon réflexe. Ça serait de penser ça. Il faudrait que ça soit travaillé dans un second temps. On est plus sur une dimension de travailler en profondeur sur plein de critères le processus classique de la gestion de crise. Donc ça veut dire que l'éthique ne peut pas être un pansement. C'est ça. Hein. Et par contre, elle doit amener à penser. Bonjour, je suis André Dartic-Pérou. J'ai le plaisir d'animer un comité d'éthique hospitalier en Haute-Savoie.
Et je voudrais revenir un instant sur une des phrases de votre verbatim, Madame Lefebvre, citant les soignants, disant « on n'a pas le temps ». Et j'ai été un petit peu embêté par cette phrase parce que j'aurais envie de dire « on ne nous donne pas le temps ». Et ça n'est pas tout à fait la même chose. J'en veux pour preuve, par exemple, dans notre établissement, nous organisons des cafés éthiques de sensibilisation 1 ou 2 fois par an, qui ont beaucoup de succès pour les gens qui y viennent, mais on a beaucoup de mal à recruter, tout simplement parce que les soignants disent qu'on ne leur donne pas le temps, puisqu'ils sont en situation donc d'insuffisance de nombre de personnes pour venir assister à ce genre de choses. Donc là, il y a une question de management, effectivement, et de priorité dans le management pour qu'on donne aux soignants le temps de venir se former à l'éthique à travers les structures qui sont mises en place pour ça. Complètement convaincu par ce que vous venez de dire. D'ailleurs, il y a un enjeu... Enfin, j'ai pas eu le temps de tout développer sur les diapositives, mais il y a la notion d'engagement et de positionnement très clair. Il faut que ça soit, quand je parlais de stratégie, l'éthique est stratégique, il faut que ça soit porté, voilà, par la direction, pas que, mais par le manager. Si le manager est tout seul à porter, ça va pas fonctionner non plus. Voilà. Mais s'il ne porte pas, ça va pas fonctionner non plus. Donc il faut de la conviction, tout à fait. Écoutez, et ça marche. Et ça marche, pardon. Je pense que pour les prochaines questions, on n'a plus le temps maintenant, mais nous serons là tous ensemble et donc il y aura tout le temps pour échanger à un moment ou à un autre à l'occasion des pauses. Donc là, on va switcher à la prochaine session et il nous reste à vous remercier toutes les trois. Voilà.